Donc on va continuer sur notre parcours un petit peu historique en reprenant cette question de l'histoire de ces livres pour enfants, cette littérature de jeunesse et de sa possible ouverture vers le monde et de ses effets, de son rôle. Donc on va revenir aux années, on va continuer avec les années 50, les années 60, plutôt pour la matinée, pour arriver petit à petit à des enjeux plus contemporains qui sont la deuxième partie de la journée. Alors, à l'université, donc ici nous sommes au campus Condorcet, qui est un campus que vous voyez assez neuf, qui est sorti de terre il y a quelques années. Ça pousse un peu comme des champignons, de beaux champignons. Donc ça n'est pas l'université Sorbonne Paris-Nord qui est mon université et qui est la partenaire de ce colloque. L'université Sorbonne Paris-Nord fait partie des nombreuses universités qui sont rattachées à ce campus. Donc ici c'est notre partie recherche, mais notre fonds de littérature jeunesse n'est pas physiquement, géographiquement situé ici, il est à Villetaneuse. Donc ce que nous avons fait, nous avons apporté un tout petit échantillon qui est ici. On n'a pas beaucoup d'espace d'exposition, on est désolé. On a un tout petit échantillon du fonds Livre au Trésor, dont je vous dirai un petit mot peut-être tout à l'heure. Donc il y a un fonds de littérature jeunesse conservé à la bibliothèque universitaire à Villetaneuse et qui compte à peu près entre 58 000 et 60 000 livres. Donc c'est pour ça que là on est sur un tout petit échantillon. En conclusion aussi de cette journée, on vous proposera une visite de l'Humathèque, qui est le grand ensemble documentaire du campus Condorcet. Donc on peut avoir une visite de cette bibliothèque qui est aussi assez exceptionnelle, une bibliothèque de lettres et sciences humaines. Pour l'organisation, ce qui serait bien, c'est que peut-être on fasse un petit système d'inscription auprès de nous. Voilà. Et donc il y a une fiche, voilà. Donc, super, merci. Parfait. Voilà. Comme ça, pour les collègues de l'Humathèque, pour qu'ils puissent vous recevoir, c'est un petit peu plus simple. Voilà. Donc, on va commencer avec Sophie. Je laisse la parole à lui pour la modération. Donc, un petit peu sur le même modèle qu'hier, je pense qu'on va avoir 3 présentations successives ce matin. Et on verra peut-être, je pense qu'on va les enchaîner, et puis on verra peut-être pour une série de questions à l'ensemble des intervenants, des intervenantes quand on aura fini ces présentations-là. Donc on va commencer avec Sophie Wood, qui est professeure associée à l'Université de Reading, qui co-dirige le Centre for Book Cultures and Publishing, et qui a notamment publié récemment, vous voyez le livre ici juste sur la table, Children's Publishing in Cold War France, Hachette in the Age of Surveillance and Control chez Bloomsbury. Sophie, je te laisse. Donc bonjour et hello tout le monde. Et d'abord merci infiniment, merci beaucoup aux organisatrices de ce colloque de m'avoir invité déjà. Et aussi pour ce qui hier était une magnifique journée d'études très stimulante. Donc ok. Donc vous voyez, je pense, que mon titre s'est un peu étoffé, développé depuis la publication du programme du colloque. Donc ce ne sera pas une explication en 25 minutes de ce sujet vaste qui est le book diplomacy, et qui est en effet, qui est vraiment le sujet du colloque. Hein, cette idée de promouvoir la compréhension internationale par le biais du livre, et aussi toutes les belles initiatives de coopérer à l'échelle internationale pour promouvoir la paix et la démocratie par les bibliothèques et les livres jeunesse, qu'on a entendu hier. Tout cela c'est la diplomatie par les livres. Donc, pour en quelque sorte faire le pont et aussi ouvrir cette deuxième journée de ce colloque, qui est sur la deuxième moitié du XXe siècle et aussi le contemporain, je crois qu'il est intéressant de le situer dans le cadre historique qui se met en place à ce moment, dans ce deuxième moitié du XXe siècle, c'est de mettre en place une infrastructure internationale de promotion du livre. Hein. IBI, surtout, dont il a
était question hier, et il sera question un peu plus tard cet après-midi, le prix Andersen aussi, et la foire de Bologne des livres pour enfants. Donc cette utopie d'ouverture sur le monde par les livres commence à avoir une portée, une organisation vraiment internationale à partir des années 1950. Mais moi, de quoi est-ce que moi je vais parler? Parce que, je l'avoue, je suis plutôt spécialiste des fermetures, des blocages, des frontières et des contrôles. Ça doit être quelque chose dans mon tempérament. Mais je vais vous expliquer pourquoi ces contrôles, ces mouvements plutôt négatifs, sont une partie importante de notre sujet. Car si l'utopie d'ouverture sur le monde impliquait, comme nous avons vu, un travail de réflexion de ce que pouvait être cette littérature de jeunesse de paix et de compréhension, elle impliquait aussi un sens important de ce qui était nocif pour enfants, surtout suite au traumatisme de la guerre, de 2 guerres mondiales et de violence. Donc c'est un peu le revers de la médaille que je vais vous présenter. Ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche. Donc, parce que quand on parle de culture internationale pour enfants, au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, dans les années 50, il ne faut pas oublier la popularité écrasante des comics, des bandes dessinées américains. Surtout américains, pas que, mais surtout américains. Et cette popularité était vraiment très très présente aux esprits des bibliothécaires, des militants, des enseignants qui voulaient construire une culture internationale pour enfants de qualité, de paix. Ça, c'est, à ce moment-là, c'est vraiment la culture internationale. Voilà. Donc, je vais d'abord, pour commencer, il faut réfléchir un peu sur ces années 50, les années 1940 et 50, qui est un moment charnière d'internationalisation, pour vous expliquer les pressions et initiatives sur le plan international qui est une période marquée par les traumatismes de guerre, mais aussi par les débuts de la guerre froide, et aussi par les débuts d'une mondialisation accélérée des médias pour enfants sous l'impulsion des multinationales américaines. Ça se dit ça? Non, nous sommes en pleine guerre froide en fait. Et donc leur expansion, ou plutôt leur retour en force après l'interruption de la Deuxième Guerre mondiale pour pallier leurs pertes et aussi venir en aide, profiter de l'écroulement des industries de culture en Europe, propulsé par l'aide du dollar, du plan Marshall et le soutien diplomatique, la pression dans les négociations commerciales pour ouvrir les marchés européens aux produits américains. Donc, si les années 50 ont vu l'expansion d'organisations de développement et de promotion de livres pour enfants, c'est dans ce contexte. Et c'est pourquoi il y a aussi un mouvement colère de coopération internationale que l'on tente de mettre en place un peu en même temps. C'est les initiatives de contrôle de lecture des enfants. La notion de diplomatie, on va voir, sera importante puisque le secteur de l'édition qui produit ce contenu, ces bandes dessinées dont raffolent les enfants presque tous les continents du monde, l'industrie qui produit ces médias pour enfants est globale et plutôt puissante. Donc, essayer d'imposer des contrôles sur cette industrie va nécessiter de la coopération internationale et de la diplomatie. Donc, vous m'excuserez cette petite autopromotion, mais si vous voulez en savoir plus après, lisez la suite dans mon livre. Voilà. Donc, je m'appuie sur les résultats, les réflexions dans mon livre qui vient de paraître. Et je rejoins aussi cette communication
dans cette commission, l'hypothèse émise par Delia Guerrero Arribas dans cet article récent, qui établit une relation entre ces mouvements de moralisation, de contrôle de la lecture pour enfants et la promotion des livres pour enfants. Elle trace plutôt l'histoire de l'infrastructure de consécration, alors que moi, je me focalise surtout sur l'infrastructure des contrôles. Ok. Donc, c'est drôle, je ne vois pas sur le truc avancé, c'est... ok. Les campagnes contre les comics. Ça vous gêne si j'utilise le mot comics? C'est beaucoup plus facile. Ok. Les campagnes anti-comics ont vraiment explosé dans le monde entier dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. On en avait beaucoup avant aussi, avant la Deuxième Guerre mondiale, mais une explosion globale dans au moins 20 pays et sur 4 continents. La popularité de ces comics, et là je cite Georges Sardou, d'avant-guerre en fait, qui s'inquiète des chiffres énormes des ventes. C'est vraiment le multimédia de masse pour enfants à cette époque, et donc leur influence sur les jeunes générations de la nation. Et l'indignation, enfin les débats se centraient sur la violence, que l'on voit, que l'on a vu dans l'autre slide, le contenu un peu sexuel, ou assez sexuel, la xénophobie et le racisme grossier qui sévissaient dans la culture de la bande dessinée, qui n'était pas toujours destinée aux enfants aux origines. Et surtout après la guerre, les politiciens, les reportages, les activistes alimentaient ces craintes en affirmant un lien direct entre la bande dessinée, la consommation de la bande dessinée et la montée, la flambée de la délinquance juvénile. On voyait cette époque. Donc on voit, même si les préoccupations liées à la bande dessinée ont une longue histoire, la courte période de la fin des années 1940 jusqu'au milieu des années 50 représente un pic important d'activité, et surtout on voit proliférer une multitude d'initiatives visant à tenter de résoudre ce problème. Les gouvernements organisent des commissions, des auditions, des enquêtes pour mesurer l'impact des bandes dessinées, et nombre d'entre eux tentent ensuite d'introduire des mesures anti-bande dessinée, anti-comics. Et comme on peut voir, là on voit, c'est vraiment dans un laps de temps assez court. Et ce n'était pas du tout une coïncidence, hein. C'est vraiment la confluence des facteurs entremêlés de l'impact des guerres, l'influence des guerres froides, et l'angoisse générée par la mondialisation des médias pour enfants. Regardons maintenant de près comment cela s'est développé en France, parce que la France a joué un rôle de pionnier, un rôle très important dans cette histoire. Donc la loi de 49, vous connaissez, j'imagine, destinée à... La loi de 49 sur les publications destinées à l'enfance et à la jeunesse criminalisait les illustrations, récits, reportages, articles ou notes présentant sur un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche et tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Et intéressant, elle institue également un nouvel organe de régulation, la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, qui sera chargée de proposer toute mesure susceptible d'améliorer ces publications, et de signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, signaler au ministère de la Justice en fait. Ces ambitions sont immenses parce que la loi avait inventé un nouveau crime de démoralisation de la jeunesse et vraiment élargi les critères de publication nuisibles bien au-delà de l'obscénité et de la pornographie. Mais ce qui est intéressant pour nous,
c'est qu'il s'agissait du premier grand texte législatif produit par les campagnes mondiales contre les bandes dessinées. Ça, c'était intéressant. Et c'est la première tentative, de manière très sérieuse, d'un gouvernement national de réglementer les vastes et lucratifs commerces internationaux de l'édition de bandes dessinées et de personnages, et de livres aussi, et de personnages multimédia populaires destinés aux enfants. Donc, les yeux de nombreux campagnes, activistes, militants et gouvernements du monde étaient fixés sur la nouvelle commission française. Qu'est-ce qu'elle allait faire? La coopération internationale autour de cette question se faisait par le biais de l'UNESCO, et dont on voit ici un grand rapport commandé sur les médias pour enfants qui apparaît en 1952. Donc c'est sur la presse, le film et la radio pour enfants. Et c'est vraiment le fruit de plusieurs grands congrès internationaux à ce sujet, auxquels les Français ont vraiment étroitement collaboré, et où la loi et la Commission française y sont présentés comme étant des pionniers et des modèles à suivre. Citons par exemple la motion qui a été présentée par la section juridique du Congrès international sur ce sujet, tenue à Milan en 1952, souhaitant attirer l'attention sur cette loi en vigueur en France et exprimant l'urgence d'une coordination législative, juridique et administrative au niveau international. Et aussi, la loi de 1949 en France sera le modèle pour d'autres projets de loi en Belgique et en Italie aussi. Donc ça sert vraiment, il y a vraiment une discussion internationale. Mais en réalité, et c'est le dernier volet de mes remarques, la dernière partie, jongler les priorités nationales et politiques avec les pressions internationales était vraiment loin d'être évident. Là, je cite le discours de René Meyer, qui était le garde des Sceaux, et c'est le discours de l'inauguration de cette nouvelle commission de surveillance et de contrôle des publications. Les priorités nationales étaient très importantes. Le point de départ de cette entreprise de biens publics, tournée vers l'intérêt de la jeunesse, il faut aider, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aider à trouver les inspirations qui assureront la fidélité de l'industrie, des éditeurs qui ont une responsabilité, c'est d'assurer qu'ils sont fidèles aux idéaux de la tradition nationale et républicaine. Donc la nécessité de l'entreprise que vous, la commission, commencez aujourd'hui, il faut la représenter dans la situation où nous nous trouvons actuellement, en pleine évolution de la vie collective après les bouleversements que nous venons de subir. Et ce discours, c'est vraiment révélateur des soucis nationaux de la reconstruction après la guerre, l'ambition de vraiment bâtir une nouvelle société de jeunes générations qui vont construire une France renouvelée, une société égalitaire qui ne fera plus la guerre. Enfin, on a vraiment vécu un traumatisme énorme, donc on ne va pas donner n'importe quoi à nos enfants. Enfin, ça c'est sûr. Et ces enfants sont traumatisés, ils sont des délinquants, il faut vraiment faire attention à ce qu'on leur donne. Donc voilà. Mais au sein de la commission, après, on voit dans ces procès-verbaux, ce qui est intéressant, c'est les différences entre les camps différents. Comment implémenter cette loi? Comment vraiment faire bâtir ce projet? Comment est-ce qu'on va le faire? Parce que ce n'était pas évident. La direction, la direction, c'est dans l'éducation supervisée. Et le ministère de la Justice aussi, on met l'accent sur le dialogue avec les éditeurs. Les améliorer, les aider à améliorer leur contenu, ou les fermer bien sûr,
mais vraiment, c'est un travail de dialogue. Mais au sein de la commission, et parmi les membres les plus actifs sur la question des lectures d'enfants, et qui ont vraiment propulsé les campagnes contre les comiques, ils sont nombreux à contester cet accent sur le dialogue, parce qu'ils sont issus du Parti communiste, ils sont affiliés au communisme, donc engagés dans une guerre idéologique globale contre le capitalisme américain. Donc ici, on voit les articles pour vous donner une petite idée du ton et des arguments qu'ils font, parce que, en fait, là, dialoguer sur le contenu, ça n'a pas de sens. Parce que là, il s'agit d'une offensive du dollar contre les cerveaux des jeunes Français. On ne dialogue pas avec ces gens. C'est pas possible. En fait, une approche douce, ça ne marche pas. Et surtout parce qu'il s'agissait d'un problème international. L'Église catholique était aussi d'accord aussi. Hein, c'est pas que les communistes. Il s'agissait d'un problème international. Et là, je cite Madeleine Belay, un des membres de la commission. Les éditeurs, et surtout les éditeurs en France, et leurs partenaires américains, les déteneurs des droits du contenu qui publiaient, c'était international. C'était des multinationaux de presse et de médias américains. Donc, pour faire face à ce grand déluge, il faut une approche plutôt protectionniste, avec quotas sur la production étrangère. La loi de 49, au départ, dans le projet, avait un article qui obligeait un quota sur la production étrangère. Ça a été enlevé par le biais de l'ambassade américaine. Mais, donc, que faire? On a cette loi, on a cette commission. L'argument, c'est qu'il était important de contrôler non seulement ce qui est dit aux enfants, mais ceux qui avaient le droit de leur parler. Hein, c'est un peu l'argument. Ok. J'ai 5 minutes pour vous donner mon dernier petit exemple pour vous montrer les difficultés. Ne dis jamais ça. Donc, c'était les membres affiliés à un certain Raoul Dubois, que peut-être vous connaissez, très important dans la critique sur le livre de jeunesse dans cette époque, et affilié au Parti communiste, quelqu'un de très très engagé. Eux, ils prônent la poursuite, c'est lui qui mène la poursuite du magazine, on dit, de bande dessinée Tarzan, pour en faire de lui un sorte de prototype des mauvaises publications pour jeunes, pour en faire un exemple de lui. Ce choix revêt d'abord d'une importance symbolique, dans le contexte de l'après-guerre, de la décision de lui poursuivre, c'est vraiment stigmatisé. On l'accuse d'être l'apologie de la force brutale, d'incarner dans son physique même la violence sans réflexion. Dans les documents de la commission, on lui qualifie de Herculise microcéphalique. Il ne réfléchit pas, c'est que des muscles. Mais c'est logique aussi, puisque le journal de Mickey, qui était la grande comique d'entre-deux-guerres, le plus populaire, il avait été frappé d'interdiction et il n'est toujours pas reparu à cette époque. Donc Tarzan, c'était vraiment le magazine de presse illustrée le plus populaire. Mais aussi, se focaliser sur Tarzan, c'est dire quelque chose sur ce problème, parce que Tarzan est un personnage, un phénomène multimédia, qui est décliné en bande dessinée, et puis album aussi, roman pour adolescents, film, et c'est vraiment un succès global
Donc un excellent exemple du poison de la mondialisation de la culture populaire américaine. Bon, j'ai pas le temps ici d'expliquer toute l'affaire Tarzan qui est vraiment compliquée, mais je voudrais faire quelques observations. Menacé d'interdiction et avec dialogue, l'éditeur français finalement fait des modifications, comme on peut voir. Mais c'est surtout au plan de mettre des culottes un peu. Enlever toute la violence de Tarzan, je ne vois pas comment le faire. Mais il ne coopère pas de manière satisfaisante. Il tient vraiment tête à la commission. Lorsque la licence de publier le magazine est retirée en juin 1950, il fait plusieurs choses. D'abord, il publie dans le magazine, le dernier numéro, une lettre ouverte où il critique tout ce discours. Donc, il rend public tout ce qui était avant vraiment le dialogue discret, parce que la commission, c'est confidentiel. Là, il rend public. Il dit « Nous considérons Tarzan comme un homme honnête, loyal, courageux, juste, irréprochable. » Mais ce qui nous intéresse aussi, puisque la bande dessinée Tarzan est américaine en origine, les déteneurs de droits américains de presse sont également concernés. Donc, lisons ce document. On est en juillet 50, donc juste après le premier retirement de licence. The department is, vous m'excusez, je vais lire ça en anglais, c'est plus simple. Is advised by Albert Moody, manager of UP Associations, that effective July 1st, the comic strip is banned. Tarzan is banned by the French Ministry of Justice. Tarzan's banned? Mais on imagine, hein, c'est Dean Acheson, qui est vraiment le Secretary of State, quelqu'un de très important dans cette guerre froide. Embassy requested to inquire proper French authorities whether the report is true and suggest this ban may be a mistake. Ouais. Donc on imagine bien les pressions de nouveau que l'ambassade française, l'ambassade américaine à Paris est obligée de faire auprès des autorités françaises. Donc l'éditeur fait appel, Tarzan réapparaît, le ministre de la Justice ne poursuivra pas de manière sérieuse Tarzan finalement. Ensuite, vraiment une guerre de papier. Là, ça devient quelque chose de public. Donc, c'est vraiment dans la presse spécialisée pour l'éducateur, les enseignants, sur l'éducation populaire. On s'attaque à Tarzan de manière très, très féroce. C'est le public enemy number one. Et Tarzan, le magazine, dont les ventes ont souffert pendant les négociations et critiques, sera retiré définitivement en 1953. On le remplace doucement par d'autres produits. Et Hachette aussi, on voit dans ses archives, retire de ses catalogues jeunesse tous les produits Tarzan. Album Tarzan, roman Tarzan, et Tarzan ne figurera plus dans le catalogue jeunesse Hachette jusqu'aux années 90. Et je crois que la production est stoppée d'un coup parce qu'on voit dans les archives un tapuscrit corrigé d'un roman Tarzan en 1952 qui ne verra pas le jour. Mais tout cela est insatisfaisant. Car le ministère français s'était rechigné devant la perspective d'une lutte diplomatique avec les Américains, voire même de censurer publiquement. Parce que c'est devenu public, donc si on s'attaque à Tarzan, c'est public. Et ça, c'est problématique parce qu'on ne veut pas, dans la période après Vichy, censurer publiquement. Ça, il ne faut pas le faire. Et donc, dans le rapport UNESCO on avait suivi cette affaire, c'est en fait le problème.
ça avait mis en évidence les hésitations des pouvoirs publics et de la Commission. Donc cette régulation s'était avérée difficile diplomatiquement à l'international et politiquement très sensible au niveau national. Est-ce que cette Commission donc manque de mordant finalement? C'est la question qui se pose. Retournons. Une minute? Merci. Donc, à cette notion de la coopération internationale. Bon nombre de ces lois ne verront pas le jour, ou sont en lettres mortes, mais pas toutes. Et le Comics Code américain est très célèbre. Mais il ne cherche pas à contrôler une industrie globale. C'est national. C'est sensiblement différent. Donc, il est tentant de conclure que c'est un mouvement de David contre le Goliath des industries multimédia globales. Mais le cas français, l'exception française, on est tenté de dire, démontre bien que s'il était presque impossible d'imposer des mesures vraiment... Oh, excusez-moi. D'imposer des mesures vraiment protectionnistes en pleine guerre froide, il était quand même possible de localiser ce contenu, d'imposer un cadre important sur l'industrie de l'édition et sur les flux de traduction dans leur pays. Et quant à la coopération internationale sur cette question, je ne pense pas que ça aboutit à grand-chose, mais la question des connexions entre les mouvements anti-comics à l'heure de la guerre froide et à l'heure du développement des structures des appareils internationaux de promotion, de réflexion sur le livre jeunesse, hypothèse émise un peu par Delia Ribas, ça reste à creuser. Je crois que ce serait super intéressant de voir cette histoire. Donc c'est terrible de conclure sur une incitation à faire plus de travail, plus de recherche, mais bon. Merci beaucoup de votre attention.